Oh, elle est vilaine. Tu la connaissais cette feinte ou pas? Je sais pas ce qu'on a vu de plus beau pour commencer une émission, Daniel. Hein. Écoute, tu m'as dit de pas y aller trop fort, j'y vais pas trop fort. Ah, les fautes. Allez, faute. C'est pour entretenir un peu de suspense, Thibaut. Ah, pardon! Et balle de match encore. Bah oui. Merci Thibaut. Bonsoir, C'est pas Daniel mal, Aiello. C'est pas mal, il y a longtemps que t'as pas joué, ça se voit, mais c'est pas mal. Ah ouais, ça se voit. Ouais, ouais. Vous faites encore du tennis? C'est un ringard en fait. La Comment mode, c'est ça? le paddle maintenant. Le quoi? Le paddle. Oui, le paddle, c'est très bien le paddle, mais quand je serai vieux alors. Ah, c'est un sport de vieux? Oui, enfin, tu vois, c'est un peu c'est soit ceux qui ont oublié comment on joue au tennis, soit ceux qui n'ont plus la condition physique, soit ceux qui veulent se faire un petit shoot d'adrénaline parce que c'est très intense physiquement, Ouais, c'est d'un seul coup comme ça, tu vois. Le tennis, c'est votre passion? Ouais. Ouais, depuis en même temps que le foot en fait. Ah ouais. Oui, oui. Je pense que j'ai quand même joué au foot avant. Parce que le tennis, je dois découvrir ça, tu vois, un peu la démocratisation du tennis, un peu grand public début des années 80. Ouais, voilà. ouais. Personne ne m'expliquait les règles parce que alors, chez moi, personne ne connaissait le tennis. Ouais. Le truc avec les rectangles et les diagonales au service, Des points. nous, on n'était que foot dans la famille, partout. Et tennis, bah oui, ça commençait à passer, Roland Garros, machin. Voilà, j'y suis venu tout seul, j'ai commencé à jouer sur les parkings. Ouais. Parce que Contre un mur. Parce qu'à l'époque, même encore maintenant, hein, mais à l'époque, jouer dans les clubs, c'était cher. C'était cher et le foot, c'était. C'est vrai que c'est un sport plutôt bourgeois, le tennis. Oui. Ouais. Oui, et d'ailleurs, tous ceux qui disent oui, c'est pas. Ok, ça a changé, oui, ça s'est démocratisé dans le sens où plus de gens jouent qu'au début des années 80. Mais oui, ça reste cher. Une licence dans un club, c'est cher, tu dois acheter des balles régulièrement, tu dois changer tes cordages, Oui, bien sûr. Vous êtes quel genre de joueur? Parce que moi, je vous ai laissé gagner pour pas vous énerver. Je suis sûr que vous cassez des raquettes. Non, Thibaut. Je veux bien qu'on fasse 2-3 blagues, mais quand même. Ouais. Je suis quel genre de joueur? Un peu laborieux, quoi. Ouais. N'ayant pas pris, j'ai Ouais. pas pris de cours, j'ai jamais pris de leçons. Allez si, mais récemment, quoi, genre vieux. J'ai dû prendre 2-3 fois des leçons, mais sinon j'ai appris tout seul. Donc Vous n'êtes pas énervé sur le terrain? Si, Ah si. j'ai du mal, ouais, j'ai du mal à garder mon calme. Ça fait combien de raquettes cette saison déjà? Non, ça j'ai arrêté ça en revanche. Ah ouais. Ah ça, cette mais connerie. il y a une période. Ah non, oui, Ouais. il y a une période où je pouvais en casser et tout, mais ça, c'est tellement bête, quoi. Après, tu te sens tellement minable quand tu rentres chez toi, ça suffit, c'est stupide. C'est stupide, mais c'est un sport qui fracasse la tête. Et pour l'avoir ensuite, j'en ai commenté. Au début, dans ma carrière, il y a eu beaucoup de tennis avant de faire le foot. Et ça me plaisait tellement que j'ai voulu que mes enfants en fassent. Et j'avais un petit peu le fantasme que l'un des deux en fasse vraiment quelque chose. Et parce que moi, pendant 10 ans, j'ai plus du tout joué, de façon assez inexplicable, je sais pas trop pourquoi, d'un coup comme ça, toutes les années 2000, je jouais plus. Même à l'époque où j'ai couvert le circuit en tant que journaliste, je ne jouais pas, je regardais, j'adorais ça, mais je ne jouais plus. Et quand mes enfants ont eu 3-4 ans, je les ai mis au tennis, avec un espèce de petit rêve, allez-y, soyez forts. Réalise mes rêves. Ah ouais, exactement. Exactement, c'était ça. C'est ça. Je pensais que ce serait ma fille. Je sais pas pourquoi je m'étais mis plus tennis féminin. Et elle a joué, elle a bien joué, mais à 10 ans, elle a arrêté. En revanche, les filles, c'est dur. Hein. Il faut être là très jeune, très tôt, très investi. De toute façon, pour les sportifs de haut niveau, c'est le cas. De toute façon, c'est très jeune, c'est très investi, c'est à fond, c'est les familles, on devient fou, on ne fait que ça. Et en fait, c'est mon fils qui a joué. Il est d'une très belle génération, mais la tête n'a pas suivi. Mais il était fort, il avait beaucoup de talent, quoi. Il a arrêté cette année, il a 16 ans. Il est encore en horaire aménagé, sport-études, tout ça. Mais cette année, il a bien compris qu'on switchait études. Dans le sport-études, finalement. Mais bon, tu vois, il me met 6-0, 6-0, je vois pas la balle, quoi.
Quand tu me dis on va jouer, je dis ah oui, pourquoi faire en fait? Je rentre, j'enlève même pas le t-shirt, je vais transpirer, je la touche pas la balle. Donc, bon, il est pas sympa, il pourrait faire jouer son vieux père tranquille. Non. Honnêtement, je pense que il a tellement morflé petit avec les entraînements, les tournois, l'exigence et tout, qu'il s'en fout de me foutre des raclés. Et le tennisman de votre enfance, c'est Noah ou il y en a d'autres? Noah, c'était mon idole, et puis après, après les autres j'aimais bien. Ouais, Noah, ouais. Et alors même quand on est journaliste, on n'a pas envie d'être groupie, mais quand on voit un type comme ça qu'on a admiré toute sa vie, est-ce qu'on manque quand même une photo? Je me souviens pas à quel âge c'était et tout. Non, ce truc-là, ce truc-là de ne pas vouloir rencontrer, je l'ai eu une seule fois, c'était avec Platini. Ah ouais. Platini, c'était impossible. Parce que j'avais eu 1000 occasions quand j'ai commencé à suivre le foot de le rencontrer. Et il y avait comme une espèce de refus en moi. On va changer ou pas? Ouais, on y va. Il y avait une sorte de refus en moi de le rencontrer, de genre on sait jamais, si jamais il n'était pas sympa, machin, tout ça. Pas être déçu. Mais j'ai attendu, mais je sais pas, la première fois que j'ai vu Platini, c'est genre récemment, tu vois. C'est fou. Alors que j'avais 1000 occasions dans mon métier de le rencontrer avant, c'est incroyable. Oui, mais la peur d'être déçu. Finalement, un sportif, c'est comme un écrivain. Mais c'est vraiment le seul où j'avais gardé ce côté fan, tu vois. Après les autres, bon, forcément, quand tu fais ce métier, tu es obligé. Si tu désacralises pas, c'est fini, quoi. Tu vas pas rester groupie ou fan toute ta vie, quoi. Tu vois, donc, tu es un petit peu obligé de désacraliser. Parce qu'on vous connaît foot, moins tennis, c'est là que vous avez commencé, tennis, en tant que commentateur de tennis. En tant que journaliste. Oui, enfin, en tant que journaliste, j'ai fait d'abord 6 mois après l'école sur une chaîne culture, donc c'était plutôt cinéma, parce que c'était mon autre grande passion. En fait, j'ai eu vachement de bol, c'est que j'ai vraiment pu faire vraiment ce que j'aimais en lien avec mes passions, quoi. Donc au bout de 6 mois, que je me retrouve à regarder des films et aller au festival de Cannes et tout, c'est même pas que j'étais en transe, quoi. C'est d'un coup, je devenais chanceux, quoi, tu vois. Et après le tennis, non, parce que j'avais intégré une rédaction à Sport OFM. Et j'ai commencé, j'ai peut-être commenté un match de foot, et puis le mec qui suivait le tennis s'est barré de la rédaction, et le patron cherchait un remplaçant. On était 2, il nous a testé, un sur un tournoi, moi c'était Lyon et l'autre c'était Toulouse, et à la fin il a dit bah écoute, c'est toi qui vas faire le tennis. Et il m'a dit, j'ai dit bah c'est super, et on devait être en novembre, et il me dit bon bah janvier tu pars en Australie. Pour l'Open d'Australie. J'ai dit je pars où? J'ai dit tu pars en Australie. Et c'était lancé. Et là, j'ai vécu, ça a été 2 ans absolument dément. À faire, t'avais l'impression que t'étais tout le temps là où il faisait beau, et que dans des beaux endroits. Suivre le tennis, mais c'est un truc de fou de suivre le tennis. Ils sont toujours là où il faut, quoi, les mecs. Les journalistes tennis, ils se gaffent, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, je sais pas s'il y a tant... Tu fais pas beaucoup d'actu, quoi. Tu suis le circuit, il y a une espèce de vase clos, forcément tu deviens un peu proche des joueurs, c'est un journalisme qui est un peu différent, je trouve. Il n'y a pas réellement de débat, il n'y a pas de discussion. Alors qu'il pourrait y en avoir. Qui a gagné le match, il pourrait y en avoir, mais je trouve que malheureusement il n'y a pas assez de discussion autour de ça. Est-ce que le journaliste sportif est un type qui voulait être champion et qui n'a pas réussi? Non. Ah ouais. Non. C'est souvent une critique, ça. Moi, je crois pas que c'est une connerie. Je trouve que c'est pas si grave. Mais c'est pas mal. Ah non, moi j'ai pas dit que c'était grave, mais j'ai dit que c'était pas mon cas. Oui, c'est comme l'infirmier qui voulait être médecin et qui, voilà, c'est un métier de passion. L'infirmier qui voulait être médecin, ça veut dire qu'il a raté les diplômes. Moi, j'ai pas tenté d'être joueur de foot, à part à 6 ans, où j'ai dit à mon papa, bah évidemment, comme plein de gamins, tu dis footballeur professionnel. Non, journaliste dans le foot, oui, ça à 8-9 ans, j'ai commencé à le dire. Ouais. Quand je lisais 11 ou les magazines comme ça, et que je regardais les matchs à la télé, je me disais que commenter les matchs de foot, ça devait être bien. Ouais. Et ça, oui. Les joueurs pro de quoi que ce soit, non. Je sais pas, peut-être j'étais lucide pour me rendre compte que c'était pas fait pour moi, quoi. Quand vous parlez de foot, on doit vous dire, mais tu connais pas, t'as pas goûté, toi. Tu sais pas ce que c'est d'être sur un terrain, tu sais pas ce que c'est d'être au bord d'un terrain. De toute façon, ce truc-là, tu l'entends depuis le début. Bah, alors donc, le journaliste politique, il n'existe pas. Le journaliste éco, il n'existe pas parce qu'il n'a pas dirigé d'entreprise. Le journaliste cinéma, il n'existe pas parce qu'il n'a pas réalisé de film. Enfin, personne n'existe en fait. C'est comme si le travail ne voulait rien dire. Parce que quand tu es journaliste, logiquement, tu travailles. Ça veut dire que tu vas remplacer la pratique
par un apprentissage que tu vas nourrir de discussions que tu vas avoir avec les acteurs qui vont t'expliquer. Tu es quand même en état de comprendre les émotions. Alors après, si tu ne rencontres jamais personne, si tu ne parles pas avec les entraîneurs dans ta vie, jamais, si tu ne parles pas avec les joueurs, si tu n'es pas au contact du milieu, là effectivement, si tu viens, tu te mets autour d'une table et tu dis la performance de tel joueur, je la trouve. Hein. Si t'as pas le contexte, si t'as pas les informations, si t'as pas le travail, ça je comprends pas comment tu peux le faire. Le footballeur qui rate une frappe et vous l'incendiez parce qu'il a mais Riolo, il a pas joué devant 80 000 personnes avec un stade qui se met à gronder au moment où j'arrive devant un but. Thibaut, alors dans ce cas-là, je sais plus qui est-ce qui me disait ça. Il me dit donc, toi tu prends l'exemple du mec entrée de surface, il met une frappe, il la met en tribune. Ouais. C'est incroyable, comment il peut rater ça et tout. Je te fais. Entrée de surface, la frappe, Lucarne. Luc, j'ai le but, fantastique. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais qu'il est fantastique? T'as déjà joué, tu sais que c'est facile à faire, tu sais que c'est compliqué à faire. Enfin, tu sais, qui t'es pour dire du mal? Ouais, mais qui t'es pour dire du bien? Donc en fait, dans les deux cas, t'es coincé. Avant d'arriver le soir et de beaucoup parler, puisqu'on dit que je parle beaucoup, et c'est vrai que je parle beaucoup, la journée, j'écoute beaucoup. On me parle, on me raconte, on me dit, j'échange beaucoup avec forcément des acteurs du foot qui racontent des choses. C'est sûr que si t'es en lien avec personne, tu parles avec personne, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas comment était l'entraîneur, t'as pas d'informations et tout, c'est plus compliqué. Tu peux le faire, mais je pense que c'est plus compliqué quand même. Je pense que c'est plus compliqué. Bon, allez, on se change et on y va. J'ai l'impression, moi je pense que le foot c'est la chose la plus importante du monde. Vraiment? Écoute, parfois je me dis que c'est trop important dans la vie de certaines personnes parce que tu as critiqué un club ou tu as critiqué un joueur, ça engendre ces violences sur les réseaux où le mec vient te dire « Ouais, il y en a marre que tu parles comme ça de mon club, si je te croise, machin. » Putain, tu sais que t'es tranquille, tu peux changer de radio, tu peux zapper, t'es pas obligé d'écouter s'il y a un problème quand on critique ton club. Il y a une espèce de, je sais pas, tu vois, des fois je dis que c'est comparable, tu sais, le clubisme ou le supporterisme ou la folie, la passion que ça peut engendrer. Parfois ça ressemble aux militants politiques, tu sais, où le patron de ton parti il est accusé de toutes les malversations, mais c'est pas grave. On te dit ouais, mais l'autre il a fait pareil. Bon bah ok, l'autre il a fait pareil. Alors tu sais les militants que tu vois là dans les meetings aux États-Unis de Trump, d'Harris ou chez nous dans les meetings. Ça, ce genre de truc là, oh là là là, c'est folie là. Moi j'ai du mal. Moi je pense que c'est une chose majeure et que en ce moment ça va mal. Je trouve que les gens s'en désintéressent. Un peu. Ah oui, non. Le foot, qui est aujourd'hui le sport le plus populaire du monde, le plus populaire en France, pourrait ne plus le rester à 50 ans. Oui, c'est possible. C'est possible. On est arrivé à une sorte de point de rupture où, de toute façon, ce qu'on appelle les décideurs, les dirigeants dans les instances, qui se posent des questions sur la façon dont on regarde le foot aujourd'hui, qu'un jeune... Et pour le tennis, c'est la même, hein, que tu ne puisses pas rester pendant 90 minutes, que tu sois obligé de faire autre chose, que tu aies une consommation différente du produit, ça c'est une réalité. Qu'on essaye d'inventer des compétitions parallèles avec le penalty en courant du milieu de terrain, ou qu'on ait plein de variations autour du foot, futsal, foot ceci, foot cela. Oui, c'est possible, d'ailleurs, comme le tennis, paddle, pickball, tous ces machins, on a l'impression que les sports, s'ils n'ont pas plein de petits enfants, de variables à côté, ça peut pas fonctionner, quoi. On a l'impression que tous les sports ont besoin. Parce qu'on regarde le rugby. On va faire le rugby à 7 parce que c'est plus dynamique. On a l'impression qu'aujourd'hui, si tu te poses 10 minutes, toi, tu vas crever, quoi. Alors dans ces cas-là, le mec qui regarde la Coupe du Monde 82, tu vois, au bout de 10 minutes, il s'endort dans ce canapé parce qu'il va dire ça va à 2 à l'heure, c'est mort et tout. Bah oui, c'était mort. Alors donc nous, on était quoi? On était des pauvres cons à l'époque quand on était en transe devant les matchs de cette Coupe du Monde. On a l'impression que cette course à l'accélération, c'est où la fin en fait? Et si pour le foot c'est ça, mais c'est quoi pour les autres, pour la politique, pour les trucs graves? Bon, revenir à ce que tu disais sur le foot, qui est la chose la plus importante. Moi, il me semble qu'il y a des choses plus importantes que le foot, et pourtant, Dieu sait que j'adore ça, et que j'en vis depuis des années, et que c'est ma passion. Je voulais pas vous énerver d'entrée de jeu, faut pas vous mettre dans cet état. Allez, on y va. Vous l'intégrez, vous le pensez dans une société globale, le foot? Ah oui, toujours, mais ça, de toute façon, c'était, comment dire,
Je crois qu'au début, quand on commence l'émission, l'after. Ouais, donc on est au milieu des années 2000, enfin on est en 2006 précisément, et les premières fois où on en parle, nous, c'est au début des années 2000. Et il y a un mouvement en France où justement, depuis la Coupe du Monde 98, il y a de plus en plus de gens qui se sont intéressés au foot. On n'est plus en train de parler à des spécialistes qui aiment le foot, mais le grand public s'y met. Les artistes, les politiques, tous ceux qui méprisaient un petit peu le foot commencent à s'y intéresser. Et ça devient tout simplement un objet social, quoi. C'est quelque chose qui intègre notre société, Pourquoi en gros, dans les années 80, c'est un jeu, c'est un sport, c'est un divertissement. C'est juste du foot. Les intellectuels méprisent ce sport. Les classes sociales supérieures trouvent que c'est un sport de beauf. Bah voilà, ça, j'apprends rien à personne. On sait comment c'était dans ces années-là en France, alors que c'était probablement différent en Angleterre, en Italie, en Espagne, dans ce qu'on appelait à l'époque les vrais pays de foot, parce qu'on vivait avec ce complexe, nous en France, de ne pas être un vrai pays de foot, parce que t'en parlais, c'était la honte, et puis tu pouvais pas... Dans les dîners, on parle pas de foot. Voilà, puis c'était pas pop culture, quoi. C'était pas une culture assez populaire, quoi, tu vois. Ça a changé, et nous, très vite, on s'était dit, quand on avait cette idée avec Gilbert, avec d'autres potes, de dire, si on fait une émission de foot, il faut qu'on parle de tout ce qu'il y a autour. Le foot, ça n'est pas que 11 mecs contre 11 mecs qui courent après un ballon sur un terrain. Et les premières fois qu'on a parlé de cette idée ou qu'on en parlait, voilà, je me souviens la première fois que j'en parle, je pense que ça doit être quand il y a la fusion entre TPS et Canal, et que donc on est forcément repris par Canal, et que... Parce que vous travailliez à l'époque à TPS. Et que donc j'ai dit, je vais intégrer la rédac de Canal, et je me dis, c'est peut-être le moment d'aller reparler de cette émission qu'on a envie de faire depuis longtemps. Non, on m'a dit, ce que vous racontez là, on en a rien à foutre en vrai. Nous, c'est uniquement ce qui se passe sur le rectangle vert qui nous intéresse. Ce qu'il y a autour et tout, qu'est-ce qu'on s'en fout, ça intéresse personne. Et il dit, allez dans la rédac derrière. Dans la rédac derrière, il y avait tous les mecs de Canal que tu connais, je vais pas te citer d'un. Il dit, ils en ont rien à foutre, eux. Dans ma tête, je me suis dit, putain, si lui il pense ça de ces journalistes de la rédac, il les prend vraiment pour des teubés. Donc j'ai pas envie d'être dans cette rédac, et je suis pas allé. Et on a gardé notre idée, et elle a vu le jour pas longtemps après sur RMC, parce qu'on nous a fait confiance, et on a eu beaucoup de chance d'ailleurs. Vous venez d'où, Daniel? De près ou de loin? C'est quoi? C'est la question, il faut remonter jusqu'où quand tu demandes à quelqu'un tu viens d'où? D'abord. Ah, où j'ai grandi, Rissorangis, jusqu'à 27 ans. Rissorangis, c'est 23 km de Paris. Essonne. Pour moi qui suis un provincial, vous êtes un parigot, mais quand vous êtes un banlieusard, vous n'êtes pas parisien. T'es pas parigot. Quand t'es banlieusard, t'es pas parisien. Et tu vis avec l'idée... moi je vivais avec l'idée, mais tous ne vivaient pas autour de moi, dans les potes qu'on avait, gamins et tout, tous ne vivaient pas avec l'idée qu'ils voulaient être à Paris, que c'est à Paris qu'il fallait être, alors que moi très tôt j'avais cette idée. Mais 27 ans, c'est tard pour 25 oui, alors km. Ça c'est... j'ai commencé à y venir à 18 ans, quand j'ai eu le permis, on avait la bagnole, on avait le droit de sortir. Mais vous n'avez pas passé le périph' pour la première fois à 27 ans, quoi. Mais je suis resté très longtemps chez mes parents, alors, ça s'explique par... le reste de la question, d'où tu viens, mais culturellement. Et alors? D'où je viens culturellement, et mes origines, on s'en va de la maison très très tard. On reste très attaché à la famille longtemps. Italien? Italien. Sicilien. Sicilien. Cette banlieue et cette éducation, elle ressemble à quoi? De tous les souvenirs que j'ai, enfance très heureuse. Des années 70, tu sais, les fameuses années où tu as l'impression que la société française était apaisée, que tu n'avais pas les conflits et les ruptures que tu as aujourd'hui, et que tout le monde se mélange sans réellement qu'on sache qui t'es, d'où tu viens. Alors, je vais pas tout idéaliser, il y avait les copains qui étaient un peu plus riches, il y avait ceux qui étaient un peu plus pauvres, il y avait ceux qui habitaient les HLM, il y avait ceux qui habitaient les pavillons. Évidemment, il y avait des marqueurs sociaux, bien sûr. Mais quand on se retrouvait à l'école... ou au terrain de foot, j'avais pas l'impression... Quand je vois comment mes enfants ont grandi, en revanche, moi je trouve que nous, on grandissait en étant beaucoup plus ouverts. Je trouve qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus enfermés dans leurs écoles, dans leurs petits clubs, leur quartier. Exactement, exactement. Il y avait cette question de l'assimilation, de l'intégration pour vos parents, ou ça s'est fait très naturellement? Ils sont devenus français? Ou non, ils restent au fond d'eux italiens? Et ben alors... ils ne sont jamais devenus français. Ils n'ont jamais fait même la demande des papiers français.
Moi, oui, quand j'ai eu 18 ans, forcément, il fallait bien quand même que... eux, non, mais pas par... je sais pas, je pense qu'ils se disaient de toute façon, c'est pas... Ils voyaient pas vraiment l'utilité, quoi. Après, beaucoup de gens leur ont dit, ouais, mais pour voter, machin, parce que finalement, ils ont fait quasiment toute leur vie ici. Hein. Ils sont partis, ils avaient la vingtaine quand ils sont partis. Hein. Ce qui est de l'intégration, l'assimilation, je pense qu'il n'y a pas un enfant d'immigré qui se pose pas cette question. C'est des vraies questions que tu poses tout le temps. Je sais pas si tu varies dans ta vie sur ces questions, mais moi j'ai beaucoup varié sur ces questions-là. À se sentir plus italien par certains moments. Pour me rendre compte à 54 ans qu'au fond, l'assimilation c'était un concept de complètement bidon. Ah bon? Ouais. Bah, si tu veux, je t'explique. J'ai envie que vous m'expliquiez, Daniel, mais on sort d'abord. Là, je suis chez vous, presque. Oui, voilà. C'est beau, non? Regarde. Ah, c'est vrai que c'est beau. Hein? Bon, vous aussi, vous avez des super beaux locaux. Ah, Figaro, c'est joli. Ah, c'est beau. Hein. On va à la rédac? Ouais. 3e étage? Ouais. Bah, comment tu sais? J'ai vu marqué sur le... Ah, d'accord. Observateur. Bravo. Alors, vous m'expliquez cette question de l'assimilation et de l'intégration et pourquoi c'est bidon? Oui, mes parents s'intègrent. Intégration, c'est quoi? C'est que tu respectes le pays dans lequel tu vis, tu en respectes les lois, tu respectes la République et voilà. Et ça, tu le fais bien sûr et tout. Mais l'assimilation, ça veut dire qu'en fait, tu dois te transformer. Tu dois te transformer, en fait, je deviens toi, quoi. Je ne suis plus moi-même, je dois devenir et être quelqu'un d'autre. Et moi, je pensais que c'était comme ça qu'on faisait. C'était comme ça, et moi, je militais pour ça. Je voulais et tout, mais au fond, comment tu fais pour complètement effacer tes racines profondes et ce que tu es? Et en grandissant, je me rendais compte, je disais, mes parents, ils n'ont jamais gommé leur accent. Les vacances, c'était tout le temps dans notre pays d'origine. En fait, tu peux jamais enlever tout ça. Et après, il y a eu un événement, je pense, c'est que s'assimiler dans les années 60-70, je comprends. Tu quittais le pays d'origine et tu y retournais peu, parce que tu n'avais pas les moyens d'y retourner. Et en fait, j'avais été marqué par... d'abord le constat que mes parents, sur toutes les années qu'ils ont passées en France, je pense qu'ils ont eu que 2 familles d'amis français. Tout le reste, c'était que des gens. Quand ils sont arrivés, ils étaient dans les baraques d'immigrés, machin. C'était des Italiens. Après, tu te retrouves avec les gens, mais même pas, qui viennent du pays. Ils venaient du même village, de la même région. En fait, tu es sans arrêt en train de te rapprocher de gens qui sont comme toi, qui ont la même culture. C'est pour ça que le communautarisme, à partir du moment où tu as une immigration qui est incontrôlée, obligatoirement le communautarisme il se crée. Tu es toujours un peu déchiré, tu vas à l'école, tu es avec tous tes potes, tu es pour l'équipe de France, tu es machin, tu rentres à la maison, tout le monde, ça parle italien, si les amis viennent le dimanche ou à Noël, les fêtes et tout, c'est que des gens qui parlent notre langue, tu manges pas comme tes copains. Quand tu es invité à manger chez tes copains, tu rentres chez toi, tu dis à maman, c'est mieux comme tu fais toi que comme ils font eux. Et d'un coup, c'est comme ils font eux. Tu vois, y a cette différence-là, tu la gommes jamais vraiment. Et il y avait un truc qui était marquant parce que dans tous les amis qu'on avait, il y en avait un qui s'était mis en tête de s'assimiler à 100%. Il s'était naturalisé, il votait et il ne voulait pas parler italien. Mon père lui parlait italien, il refusait. Il répondait en français. Et quand il est mort, il s'est pas fait enterrer à Paris, il s'est fait enterrer au village, en Sicile. Il a été rapatrié parce qu'il n'y avait pas de place ici, machin et tout. Et je me suis dit, putain, avoir fait tout ça, il retournait même pas là-bas, il y retournait une fois tous les 10 ans, il voulait pas, il disait que... Et ça m'avait vachement marqué ce truc-là. Je me disais, donc, tout ça pour ça? C'est pour ça que l'histoire de l'assimilation, où tu vas demander aux gens de finalement ne plus être ce qu'ils sont vraiment. Mais à contrario, ça ne veut pas dire que tu dois être sans arrêt en train de revendiquer. Toi, tu ne dois pas être sans arrêt en train de revendiquer. Ouais, je suis. Ça, c'est par exemple ce que font les gens de la 3e génération. C'est ce que va faire mon fils. Et ça, moi, ça m'énerve. Je lui dis, arrête avec ça, arrête de saouler tes potes, à sans arrêt leur dire, moi, je suis pas comme vous, moi, je suis italien, je suis machin. Je dis, ça, t'as pas à faire ça. Voilà, ça, c'est la rédac. Comme tu vois, ça bosse. Hein. Ouais, non, mais là, c'est normal, il n'y a plus personne, parce que les émissions de la journée, Vincent, tout ça. Tu l'as vu dans l'émission, Vincent Moscato? Ouais. Voilà. Ça, c'est la partie Moscato, c'est là. La partie Roten, la partie de l'émission de Jérôme Roten, l'émission de Vincent, et ça, c'est l'after, c'est là.
Ok. Voilà. Avec la une de l'équipe de la première émission. La première émission de l'After. Ah, si on sait pas qu'on est chez RMC. Ouais, là, voilà, tu vois. Voilà. Là, on enregistre notamment les podcasts, l'émission de poker, à laquelle je tiens beaucoup, la RMC Poker Show, tous les dimanches. Tout à l'heure, ça m'intéresse. Ouais, voilà. Et mais on fait pas l'After ici. RMC, sacrée aventure quand même. Il y a un avant et un après RMC. Si, avant quand même, avant les années Infosport, TPS, oui, si, c'était bien, c'est bien, mais RMC est devenu tellement important dans ma vie, cette émission, ça a été une telle aventure, avec Gilbert depuis le début, ça fait quasiment 20 ans maintenant, alors déjà on se connaissait un peu avant, et maintenant ça va faire 18 ans qu'on vit quotidiennement ensemble. Gilbert, je l'ai connu avant ma femme actuelle. J'ai pas encore calculé si j'ai passé plus de temps avec lui qu'avec elle, mais on doit pas être loin. Tu vois, non, c'est une aventure qui donne le sentiment qu'avant c'est vieux, qu'avant c'est une autre époque, qu'avant c'est. Mais comment ils viennent vous chercher? Avant, vous êtes un journaliste lambda qui fait un travail classique sans forcément se démarquer. Vous êtes un jeune journaliste. Écoute, parce que maintenant vous êtes un journaliste identifié avec un style Riolo. Mais avant, écoute, vous êtes déjà ça ou pas? En fait, d'abord Gilbert est déjà dans la place. Ouais. Lui, il est déjà à RMC. Cette idée d'émission, on en parle quelques fois comme ça au début des années 2000. Et puis lui, il fait sa vie. Moi, je fais ma vie à TPS, à Infosport, au début à Sport OFM. Je fais le tennis, c'est génial. C'est des années absolument extraordinaires pour moi. Et puis, il y avait un patron de la rédac qui s'appelait François Pesanti à RMC. Qui pour nous a été évidemment extrêmement important, qui m'appelle la première fois pour animer une émission 100% PSG, où il y avait un décrochage local. On commentait uniquement les matchs du PSG. C'était ma première expérience à RMC, en parallèle de toutes les autres où j'étais pigiste, enfin j'étais un peu une sorte d'aventurier des médias, je bossais dans plein d'endroits différents. Et après, bon, ça s'est fini ce décrochage local, je crois qu'on n'avait pas le droit de le faire en fait légalement. Bon, bref, voilà, ça n'a pas duré très longtemps, 6 mois. Je suis retourné à... J'ai également fait Radio France, moi, pas mal de temps. Ouais. J'ai fait France Info, j'ai un peu touché à toutes les radios du groupe. Et à ce moment-là, en 2006, la grille d'RMC, elle existe, mais le soir, il n'y a pas grand-chose. Et je crois, à ce moment-là, il doit y avoir soit le soir la rediff de Brigitte Lahaie. Ah ouais, 22h. Oui, donc rien, enfin c'est une rediff, donc c'est une rediff. On mise sur rien. Les grilles du soir sont pas hyper structurées à l'époque encore sur RMC. Et après, il y a un truc qui s'appelle Radio Moscato. Et ça, si des gens peuvent retrouver des extraits de cette émission, je s'assurerais que c'est concept. Vincent Moscato au micro, à l'époque, personne ne sait qu'il va avoir la carrière qu'il a aujourd'hui. Un mec qui tient une émission depuis des années, qui fait des spectacles, un personnage absolument extraordinaire. Peut-être l'homme le plus drôle de France, quoi. Mais moi, il m'arrivait de tomber dessus, mais je disais, mais il fait quoi, là, le gars, là? Il parle tout seul dans un micro, une espèce de... Je sais pas, de radio libre. Un peu, on comprenait pas bien, est-ce qu'il faisait des blagues, pas des blagues. Je ne sais pas du tout pourquoi il a arrêté. Ça, je ne sais pas. Toujours est-il qu'à un moment, ils ont dit... Gilbert a insisté auprès de François. Pour prendre la case, quoi. On fait l'émission... non, l'idée, c'est on fait l'émission après le match. D'où le nom After. Oui, mais on ça, fait c'est juste pas après. novateur. Et au début, on a fait juste après. Mais ça, est-ce que c'est novateur? On refait le match de Sacomano, c'était ça? Pour nous, c'est... D'ailleurs, je l'ai fait quelques fois, on fait le match. Mais c'était le premier pas pour nous. Ouais. Et l'année d'après, 2007, il y a eu la Coupe du Monde de rugby. La Coupe du Monde de rugby, tu sais, c'est toujours décalé, c'est toujours septembre, octobre par là. L'automne. Et ça se termine début octobre. Ça dure une plombe. Et François dit bon, bah, écoute, le soir, là, maintenant, on n'a plus rien, quoi. Vous voulez pas la faire tous les soirs, l'émission? Quand Gilbert est tellement tanné pour qu'on le fasse que fallait y aller. Bah, vas-y, banco maintenant, quoi. Et là, j'ai dit bah, maintenant, on y va, mais on va pas lâcher le truc. Hein. Et on y est allé, et en gros, on a fait comme on a voulu, quoi. Il y a quand même un point chez vous. Je pense souvent à ma mère la première fois qu'elle vous a entendu à la radio, à RMC. J'écoutais RMC, je vous écoutais. Elle a dit, c'est qui celui-là? Il se prend pour un avion. Il y a une forme d'immodestie chez vous. Quoi? Pour un avion, il se prend pour un... Il y a une forme d'immodestie, il y a une forme d'orgueil, et c'est fascinant. Est-ce que c'est un personnage... Vous n'allez pas me dire que non. Il y a un côté, j'ai toujours raison, et je sais que j'ai raison, et ce que vous dites, c'est des conneries.
Alors, moi, ça, je peux pas. Il faudrait que tu demandes à des gens qui me connaissent. Peut-être ce soir, t'en verras. Si je manque d'humilité dans la vie. Moi, je ne le crois pas. En revanche, quand je défends une position ou quand j'ai une opinion, oui, je vais la défendre. Mais après, savoir si j'ai raison ou si j'ai pas raison, comme je dis souvent, de toute façon, on est là tous les soirs. Donc le temps jugera. Il se trouve, et ça plaira à ta maman, que le temps joue souvent en ma faveur. Mais ça, j'y peux rien. C'est le temps. Est-ce que vous avez changé un peu, quand même, en prenant de l'âge, en prenant de l'assurance, en s'installant? Dire bon, j'ai plus besoin d'en rajouter, j'ai plus besoin d'être, pardon, un peu un petit con. Mais j'ai pas un petit côté petit con quand même. Mais en fait, j'en ai jamais rajouté, c'est ça le truc. Bah, est-ce que vous étiez un petit con alors? Ça fait 20 ans que vous faites l'émission, bref, hein, voilà. Une introspection, il y a un recul, il y a... Vous vous souvenez des choses que vous disiez, que vous faisiez? Parfois, je m'en veux de m'énerver. J'aimerais bien pouvoir contrôler mes emportements, pouvoir exprimer une opinion sans élever la voix, sans, comment dire, ah mais après, tu sais, ces trucs-là, c'est culturel. Il faudrait peut-être que je sois anglais, tu vois, d'origine, que j'ai ce flegme pour être détaché et pouvoir poser un argument tranquillement. Il y a une italianité en vous, quoi, une latinité en vous. Je pense, on se transforme pas par rapport à ce qu'on est. Et, tu vois, mais je dis pas ça pour me défendre. Je dis, écoute, je suis comme ça, c'est parce que, voilà, non. Bah, ça veut rien dire non plus, ça. Mais, oui, mais parfois, je me plais pas. Parfois, je me dis, mais ok, t'as peut-être raison, mais la façon dont tu l'as dit, c'est pas bien. La façon dont tu t'es énervé, c'est pas bien. La façon dont t'as parlé à un tel, ça, évidemment que je vais pouvoir me le dire. Et une fois que tu te le dis, tu essayes de corriger. Des fois, tu arrives à te corriger, des fois, tu n'arrives pas à te corriger. Puis, je m'énerve pas tous les soirs. Hein. Non. Tu vas voir le studio ou pas? Ouais, bien sûr. Ça, c'est donc le studio où on est tous les soirs. Adrien, qui prend les appels des auditeurs le standard. avec Max et tout. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Réalisateur, t'as vu un peu comment on fait bosser la jeunesse? C'est le centre de formation là. Voilà. Et toi? Et donc le plateau est derrière? Bah, le plateau, tu le vois sur l'écran qui est là, il est derrière, et là il n'y a personne parce que on peut aller voir. Donc là, on est que sur le commentaire du match. Ce soir, oui, je pense qu'ils alternent entre les deux. Il est où On a la personne Ils sont en direct du stade. Oui, d'accord, ils sont en direct du stade. Direct du stade. Eux sont vides, les 3-4 premiers rangs. Je pense que c'est en direct du stade qu'ils font la connexion. Voilà. Tu vois, le soir on est là. Et le soir on est là, voilà, bah, tu vois, ça reste cosy, t'as le décor et tout, les télés pour voir les matchs. Et alors je me suis toujours demandé, quand vous entendez le commentaire, vous avez pas un petit décalage? Si, c'est pour ça que je ne regarde jamais les matchs ici. Parce qu'il y a le commentaire qui arrive avant les... Il y a un gros décalage, au moins 30 secondes, entre la radio et la télé. Mais alors ça veut dire que ceux qui sont en plateau ici et qui commentent le match, ils voient le but... C'est pour ça que je ne suis jamais ici pour voir un match avant de le commenter. Ça te casse tout, quoi, toute la spontanéité. Donc je suis toujours ailleurs pour voir les matchs. J'arrive à la fin. À la fin, je rentre dans le studio. Voilà. Vous avez compris, vous, la polémique dernièrement, foot-rugby? C'est quoi? Qu'est-ce que t'appelles la polémique? Que le foot, le rugby représente mieux la France que le foot et que cette équipe de France de foot ne peut plus être aimée par les Français. C'est ça l'idée. Déjà, personne ne l'a dit comme toi, comme tu viens de le dire. Alors qu'au fond, c'est ça. Mais personne ose réellement le dire comme ça. Parce qu'au fond, quand tu vas pousser 2 phrases de plus, ça va être un débat politique. Et ça va être surtout récupéré politiquement. Oui, mais ça va être immédiatement récupéré est-ce que c'est grave? Oui, mais enfin, si c'est pour que ça se termine, nous on en rigole dans la rédac avec les mecs du rugby et tout, si c'est pour que ça se termine dans 2 semaines avec les mecs qui aiment le rugby c'est des fachos et les mecs qui aiment le foot c'est des LFistes,
c'est pas possible, quoi, tu vois. Ouais. Oui, mais Si. c'est un Mais sujet c'est à ça intéressant. qu'on va aboutir. Comment on l'élève alors? Mais c'est à ça qu'on va aboutir. Comment on C'est élève quand même ce dramatique. débat, alors? On va encore se fracturer, on va encore se casser là-dessus. Il peut y avoir une tendance à coller une image identitaire sur ces sujets. Et vous avez plutôt l'air de défendre une question humaniste. Ouais. Bah moi, vision moi humaniste. je poursuis le vœu pieux de l'universalisme, de me battre contre le communautarisme qui fracture la France. Mais je sais que ça sert à rien de dire ça, c'est des conneries tout ça. Je suis très pessimiste, je vois pas comment on peut se sortir de ça. Ah je vois pas comment on peut s'en sortir. La moindre remarque que je vais faire un soir, moi ça m'a fait beaucoup de mal la suite de ce qui s'est passé au moment du tifo au Parc des Princes, par exemple. Peut-être que ce soir-là, la façon dont je l'exprime, je le dis mal. Mais moi, je critique juste, puisque c'est un message de paix, et que qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre qu'on est pour la paix? Évidemment que je veux que ça s'arrête, cesser le feu, 2 États, machin, comme la plupart des gens dans le monde. C'est tellement con que tu le dis pas. Enfin, le truc. Et donc, ce sur quoi je m'arrête, c'est sur le i qui n'existe pas, et que tu as l'impression que c'est rayé de la carte. C'était la forme de. Donc moi je dis que moi je condamne la politique de Netanyahou, mais dans le même temps je veux pas que le tifo il indique qu'Israël ça n'existe plus. Et ça a été une déferlante. En gros, tu es anti d'un côté, et pour un autre côté, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Et puis, donc ça veut dire que nous, notre génération, donc on peut plus avoir des potes feuges ou arabes, c'est plus possible. Parce qu'aujourd'hui, clairement, peut-être que les gens de notre génération, au-dessus de 40, 50 ans, on peut encore en avoir, mais j'ai l'impression qu'à 20, 30 ans, ça c'est terminé. Le mélange, j'ai peur que ça ne puisse plus exister. Moi j'ai eu des amis qui m'ont, suite à ce que j'ai dit, qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont fait de la peine, qui m'ont dit tu dis pas un mot là, tu dis un mot là et tout. Je dis mais t'es sérieux, il faut vraiment dire que je veux la paix, c'est tellement évident, tu voudrais que je me pose dans l'after et que tous les soirs je le dise. Ça m'a fait du mal ça. C'est récent, donc c'est un des épisodes récents qui m'a un peu fait chier. Presque là de pas comprendre la société d'une certaine manière. Malheureusement, je crois que je la comprends trop et c'est ça qui me fait de la peine. Parce qu'à force d'être dedans, tu sais, quand tu fais l'actu tout le temps, quand tu es tout le temps dedans, que tu lis tous les journaux toute la journée, que tu participes à des émissions, que tu vois les opinions des uns et des autres, que ton métier finalement c'est de tout regarder, de tout lire, c'est pénible quoi. L'équipe de France de 98, appelée Black Mamba, mais c'est une France. C'était mytho ça, mais bon. Avec des joueurs qui étaient des campagnards. Les provinciaux. Ils venaient, quand on voit les clubs d'où ils venaient, c'était l'US machin au fin fond de. Non, et puis c'est un petit peu ce que je te disais pour le rugby. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais ils avaient beaucoup joué là-dessus après, au moment du succès, où en gros ils avaient fait que Emmanuel Petit était retourné en Normandie, alors qu'il n'était pas allé depuis des années. Mais Barthez était retourné à Toulouse. Moi je m'en souviens pas, j'étais trop jeune, mais je me souviens en 2018 il avait fait aussi Griezmann qui était retourné à Macon. Et tout. Bien sûr. L'exploitation, l'instrumentalisation du communautarisme autour de Giroud Benzema. C'est quand même incroyable ce qui se passe à ce moment-là. Le rôle qu'on veut faire endosser à l'un et à l'autre, il est incroyable. Et si tu disais, juste donner ton avis, il se trouve qu'à ce moment-là, Giroud, il était plus performant en équipe de France que Benzema. C'était mort. T'étais anti-Benzema, t'étais un facho. Quand Benzema était bon au Real, que j'ai dit qu'il a eu une carrière, ça a été très dur pour lui au départ en Real. Donc, bien sûr. Puis à la fin... Comme dit Walid dans l'after, quand il fait beau, il fait beau, quand il pleut, il pleut. Je cite les grands auteurs. Quand il a été extraordinaire au Real, c'était pas très compliqué de dire qu'il était extraordinaire. Voilà, tout simplement. Et en équipe de France, Giroud, il a toujours été bon, même si ça pouvait paraître curieux aux gens, parce que Benzema avait un potentiel et un talent au-dessus. Il se trouve que ça n'a pas collé. Voilà. Pourquoi aujourd'hui les joueurs viennent de banlieue? C'est dur de se percer si on est en région, c'est plus dur de percer. Et pourquoi? Comment on l'explique en fait? C'est ça. Parce que tu as un bassin de population de 12 millions de personnes. Ce n'est que ça. Déjà. D'accord, mais il en reste 50 millions dans le reste du pays, voire 60. J'arrive. Donc déjà, tu as un bassin de population de 12 millions sur 60. La compétitivité qui s'est mise en place
en région parisienne, elle est incroyable. La compétitivité, ça veut dire que le match amateur entre l'équipe, j'en sais rien moi, de Sarcelles ou de Bondy, ça va être d'un niveau tellement supérieur que les jeunes d'Orléans contre les jeunes de Bourges, que, alors tu vas avoir le sentiment d'une ghettoisation, parce qu'en gros, ça ne va être que les mecs de la banlieue parisienne. Mais c'est juste que c'est là que tu vas avoir un degré de compétition tellement élevé que les meilleurs joueurs, en fait, ils vont venir de là. Bon, vers notre dernier point, merci de nous avoir fait découvrir RMC. Votre plus beau moment dans un stade. C'était quoi? Moi, présent à l'intérieur d'un stade? Ouais. Bah, je pense que ça restera toujours PSG Real 93. Ouais. Ça restera toujours ce match-là, je pense. Ouais. Vous étiez où? Bah, j'étais en tribune. J'avais acheté ma place au Marché Noir. La veille, dans le stade, on était venus, on avait traîné là l'après-midi chez des mecs. À l'époque, il y avait encore beaucoup de gens qui tournaient autour du parc avec les billets comme ça. Maintenant, il n'y a plus. Maintenant, c'est fini tout ça. Et j'avais acheté la place comme ça et on était venus le lendemain. On était avec 4 potes. Et voilà, on avait perdu 3 le match aller et c'est devenu un match de folie, un match de légende de l'histoire de mon club. C'est qui votre joueur préféré de l'histoire du foot? J'ai pas le meilleur, votre joueur préféré? Bah moi, les mecs de ma génération, c'est Platini. Ouais, vous l'avez dit tout à l'heure. T'avais l'impression que chaque fois qu'il y a l'équipe de France qui jouait, il était là. C'est bon, il n'y a pas de problème, il est là. Ouais. C'est bon, il n'y a pas de problème. Après, il y en a eu d'autres. Après, il y a eu toujours parce que j'avais mes... C'est pas Platini, le problème, c'est que vous pouvez presque le classer dans les plus grands joueurs du monde, mais il y a toujours un joueur qu'on adore. Parce que j'avais mes deux sélections, après, ça a été Badjo, évidemment. Et Badjo, c'était la tristesse de la Coupe du Monde 94, son pénalty raté, évidemment. Parce que oui, j'oscillais, j'étais pour la France, pour l'Italie, tout le temps. Voilà. Quelles sont vos relations avec le monde du foot, le milieu du foot? Est-ce qu'il faut, on disait tout à l'heure, il faut les approcher, mais jusqu'à quel point? Parce qu'après, il faut pouvoir les critiquer aussi. Enfin, non, ça, nous, on a eu la chance, et ça, c'est vraiment une chance que l'émission marche vite, très bien, et ça te donne... en fait, c'est quand ça marche que ça te donne le pouvoir de l'indépendance. Ouais. Et que finalement, on va pas t'en vouloir d'avoir été critique, parce que, en gros, comme l'émission elle est importante, on va pas refuser de te parler. Et en fait, au fond, ça a apaisé les choses, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le milieu du foot, à part avec ceux que je critique vraiment et qui m'en veulent, hein, tu vois, j'imagine qu'un Vincent Labrune ne va pas beaucoup m'aimer. Ouais, Nasser non plus. Évidemment. Mais par ailleurs, beaucoup de présidents avec qui j'ai de bons rapports, directeurs sportifs. Aucun problème, parce qu'ils savent de toute façon que, je vais être honnête, que je ne vais pas en protéger un plus que l'autre. On vous a accusé d'avoir, par exemple, porté la voix du clan Mbappé ces derniers temps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez reçu un jour un coup de téléphone de la famille Mbappé? Est-ce que vous les avez au téléphone de temps en temps? Très souvent. Ouais. Mais est-ce que par exemple, je dis bon, si tu soutiens un peu, je sais pas comment ça marche, je vous pose la question, tu soutiens Kylian, tu le défends un peu plus et t'inquiète, t'auras des infos avant les autres ou je vais pas jusqu'à dire un petit billet quoi, mais quand même, faut abuser. Écoute, mais même si ça a été dit sur les réseaux, mais les gens comprennent pas comment. Bref, peu importe. Non, parce que de toute façon, sa maman avec qui m'arrive de parler, de la même façon, elle a très bien compris que je serais honnête en toutes circonstances et que je pense que sur les dossiers tendus qu'il y a eu autour de Kylian l'année dernière au PSG machin, je pense que j'ai encore une fois, je suis désolé, ta maman va encore parler d'avion, mais j'ai juste été la voix de la raison parce que tous les événements m'ont donné raison. Mbappé était parfaitement dans son droit en termes de contrat, et ceux qu'on déconné et qu'on fait n'importe quoi sont les dirigeants du PSG. Il y a 2 ans, j'avais dit il faut le laisser partir, parce que ça va mal se finir et vous allez le garder dans la dernière année de contrat, et ça va se passer comme ça. Il s'est passé exactement, si on reprend toute l'histoire, il s'est passé exactement ce que j'ai dit. Donc au dernier moment, on me dit ouais mais t'as défendu Kylian. Non, j'ai pas défendu Mbappé. J'ai juste dit il ne va pas partir, il va faire sa dernière année de contrat et ça va mal se passer. Et ça, c'est mal passé. J'ai dit ce soir-là ce que je savais des sorties de Mbappé et des choses. Et est-ce que derrière on a un coup de téléphone du clan Mbappé? Ouais. Non, on a eu plus qu'un coup de téléphone. On a eu le réveil à 8h du mat du patron de la rédac pour dire il s'est passé quoi hier. Je dis oui pourquoi machin. Non parce que là l'avocat a appelé, c'était plainte, c'est tout quoi.
C'était on va porter plainte. Après, je regarde mon téléphone. Donc vous êtes en train de me dire je regarde mon téléphone et effectivement, ce qu'on appelle le clan Mbappé très énervé. Pourquoi t'as dit ça, machin. C'est qui le clan? C'est sa mère? Ouais, ou ça va être. Et lui, ça peut être lui? Non, lui non. Lui non. Mais moi j'ai toujours dit. Je pense moi j'ai toujours dit que ça, la communication autour de lui était pas bonne. Je leur ai même dit à eux, ça m'est arrivé de leur dire. Mais moi, je dis les choses quand on m'appelle. Tout le monde le sait, j'ai été attaqué plusieurs fois et donc ça s'est fini au tribunal. Il y a un truc qui s'appelle la protection des sources, le 7 juillet 2023, le procès contre Neymar. Bah ouais, je me suis retrouvé à dire au juge, ok, bah donc on va dire alors, puisque sinon je vais faire condamner, je vais être condamné et c'est pas moi qui vais payer, c'est ma boîte. Et la liberté que mon entreprise me donne, si c'est pour qu'il se tape, Neymar demandait 100 000 de dommages et intérêts. Tu vois, c'est pas rien 100 000 balles, tu vois. Et dans ces cas-là, c'est pas toi qui les paye, c'est ta boîte qui les paye pour toi. Je pense qu'ils sont pas trop contents de les payer. Hein. Donc, moi, j'avais pas envie qu'il soit condamné. Donc, donc j'ai sorti le téléphone, donc j'ai dit à l'avocat, bon, on y va, j'ai pas envie d'être condamné. Ok, très bien, on va en griller une de source. Et donc j'ai balancé, oui, le nom d'un mec qui m'avait donné les informations comme quoi Neymar allait dans telle boîte, buvait, faisait ci ou faisait ça. Ça m'a profondément emmerdé, je l'ai dit à la juge. J'ai dit, elle était là, Madame la Présidente, je vais faire quelque chose qui se fait pas. Je suis dégoûté de le faire parce que c'est pas bien, parce que notre métier nous interdit de le faire, mais je n'ai pas envie que mon entreprise soit condamnée. Je n'ai pas envie d'être condamné, et si je dois en arriver à ça, c'est malheureux. Et voilà, je l'ai fait et j'ai demandé à ce que ce soit pas répété, quoi. Voilà, de toute façon, j'ai pas été condamné, donc on a gagné le procès contre Neymar et voilà. Mais ça, c'est des secrets quand les gens veulent savoir comment on sait et tout, mais on peut pas dire nos tambouilles, avec qui on parle, comment on parle, qu'est-ce qu'on fait. On peut pas griller nos gens, on peut pas. Enfin, c'est dur. T'as des gens qui te parlent, qui te font confiance, tu peux pas les griller, quoi. Parfois, tu donnes une info sur X ou à l'antenne. Ouais, c'est quoi ta source? Mais abruti, il va te donner la source, voyons. Donc le mec plus jamais va me parler, et puis t'auras plus jamais d'infos. Et puis là, pour le coup, tu diras que t'es un tocard parce que t'as jamais une info. On descend là, c'est ça? Ouais. On va boire un verre ou pas alors? Ah bah oui, on y va. Ouais, on y va. Bonsoir. Je sais tout mieux. Ouais, c'est l'anniversaire d'un copain ce soir, on reçoit et voilà quoi. Bonsoir. Salut Charlotte, comment tu vas? Très bien. Bonsoir. Charlotte. Bonsoir. Merci beaucoup. Ok. Alors il faut que tu saches, le chef est fan de l'after. Ça facilite beaucoup les choses, tu sais. Ah donc, en tant que journaliste, vous profitez, vous voyez que vous êtes avancé. Franchement, je profite qu'ils viennent me dire bonjour et qu'ils soient très sympas, c'est ça. Ce monde de la nuit. Non, il y a très longtemps que c'est fini pour moi. Ouais, mais vous faites des émissions de soir à 22h. Oui. Vous faites une émission de poker encore plus tard. Bon, elle est enregistrée. Alors attends. Mais le poker, c'est le milieu de la nuit. Enfin, c'est quand même. On peut jouer au poker au milieu de la journée, mais il y a quand même cette ambiance, quoi. Alors écoute, tout ça est bien loin. Je sors 4 fois par an, ici avec des potes où ça se termine en train de chanter de la variété. Bon, et le poker, alors vous jouez depuis longtemps? Ah, le poker. Ce soir, il y a pas mal de potes du poker avec qui on va à Vegas. Ouais. Écoute, le poker, j'ai commencé à jouer quand Bruel a amené le poker en France à la fin des années 2000, là, tu sais, sur Canal. Je jouais, il y avait un groupe de potes qui jouaient et tout. Et en 2008, un rédacteur en chef sur une chaîne RTL 9 que j'avais connu à mes tout débuts en 98 m'a dit: tu connais pas un journaliste qui connaît le poker parce qu'on a acheté les droits des championnats du monde, machin. J'ai dit: bah ouais, moi. Il dit: ah ouais, tu sais jouer? Ouais, je joue. Alors, je jouais. Mais bon, j'étais avec un pro. Ouais, voilà. J'ai joué avec. On a commenté. Il y avait un pro avec moi. Et donc je me souviens parce que sur le trajet pour aller au studio, c'est à la Plaine Saint-Denis, je me nourrissais beaucoup de ce qu'il me disait, j'apprenais et tout. J'ai découvert un monde mais absolument fascinant. Le mec il me disait à la table comment t'observes une personne, la façon qu'il a de bouger, tu vas voir comment il joue. Ça va au-delà des cartes, quoi. Tellement au-delà des cartes, ça. Au fil des années, j'ai un peu mieux joué. À la radio, sur RMC, la régie
avec des partenaires poker, ils ont eu l'idée de faire cette émission. Ils me l'ont proposé parce que tout le monde savait que je joue au poker. C'est une adrénaline. Ce jeu te prend. On a l'impression qu'il te révèle, il te dit qui tu es. Et il dit ton rapport à l'argent, il dit la peur que tu as de la personne que tu ne connais pas, la découverte que tu dois avoir de lui, les fausses idées sur les gens. Tu t'es assis à la table et tu as 8 mecs que tu connais pas. Qui est le riche, qui est le pauvre, qui est le bluffeur, qui est le bon joueur, qui est le mauvais. Et tu es là, tu regardes et tu dis « Ah putain, lui, il a une belle montre. Lui, elle est fausse ou elle est vraie ? Lui, il a la façon dont il est habillé, il a l'air à l'aise, il parle à table, alors que l'autre, il est tout timide comme ça. Et tu es en train, sans arrêt, de te monter des films sur comment réagir, comment être. C'est absolument fascinant. Fascinant. Vous avez vu que vous parlez avec plus de joie et de passion du poker que du foot. Ah ouais? Dans le foot, il y a un petit côté désabusé. Peut-être. Bonjour. Oui, très bien. Enchanté. Qui a gagné quoi? Le tennis. Je veux dire que je suis pas très bien. J'ai laissé gagner parce qu'il fallait pas le ridiculiser pour la France entière. La voulu être sport, la voulu être élégant. Est-ce que tu sais où on en est arrivé de la discussion? Au poker. Alors, elle joue maintenant. Et elle joue mieux que moi. Ouais. Elle fait des très bons résultats en tournoi. Ok. Qu'est-ce qui nous passionne dans ce jeu? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu important et qu'on joue bien ou qu'on joue pas bien? Alors déjà, plus on joue, plus on s'aperçoit qu'on joue pas bien. Parce qu'on voit tout le champ des possibles qu'il faut. Merde, moi j'ai dit le contraire il y a 2 minutes. Ouais, bah du coup, c'est pour ça que tu progresses pas. Donc, Ensuite, ce qui est bien, c'est l'observation des gens. C'est le brassage à table. Tout le monde se mélange. ah, ça, c'est ce que vous avez dit. Ça, c'est Et vraiment. on arrive à la table et on. Il y a une mixité, il y a tout. C'est-à-dire qu'on peut être à côté d'un pro, d'un chauffeur de taxi. Pas dans tous les tournois. Non, pas dans tous les tournois. Parce que quand mais, tu élèves le niveau de droit d'entrée du tournoi, ça limite. Mais franchement, non, c'est extraordinaire. On a posé plein de questions à Daniel. Ok. Il a eu ses réponses. Répondu ou pas? Ouais. Mais moi, maintenant, je veux les vôtres. Est-ce que tu crois que je suis désabusé par rapport au foot? Non, pas du tout. Ah ouais? Il avait ce sentiment. Il parlait du poker avec plus de passion que C'est parce que je pense qu'on l'observe moins, on le critique moins, on l'attend moins sur le poker. Au poker, il y a une sorte de côté juvénile, un peu, il est puceau au poker, alors qu'au foot, forcément, comme c'est le meilleur, bah forcément, il est attendu, il est épié, il est imité, il y a des snipers autour, mais quoi. inégalé. Ouais. Voilà. Sur les réseaux sociaux, bon, ce qu'on dit sur moi, ça passe maintenant. Oui. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors vraiment à 100% vrai. Il est incroyablement costaud par rapport à ça. Il n'y a rien qui l'ébranle au niveau des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, moi, ils m'aident beaucoup à comprendre que c'est une bulle spéculative, que ça n'existe pas, que c'est pas la vraie vie. Et vraiment, il le prend avec beaucoup de détachement, un peu d'ironie. Mais Daniel nous a quand même dit tout à l'heure que récemment, notamment sur la question de la Palestine, Ah oui. Ça, c'est la dernière grosse polémique, on va dire. je ne pensais pas que vous viendriez à l'antenne ici. Parce que vous êtes assez discrets ensemble. Ouais, mais du coup... On l'a fait pour toi, Thibaut. Ouais, je vous laisse du coup. Hein. Merci beaucoup. C'est quoi la suite pour vous? Bon, il y a l'after, mais après des Ça, c'est à années- chaque fois qu'on me demande qu'on pose cette question, je Ouais, sais mais jamais c'est la quoi fin de répondre. l'émission. Mais je sais pas. Il peut y avoir, parfois, chez les journalistes de sport, je sais ce que c'est, une forme de snobisme en disant le sport, c'est pas assez important, je veux aller goûter à autre chose. Pascal Pro, on est un exemple, par exemple. Est-ce que vous en avez envie? Pascal, il n'aimait pas le foot comme moi. Ouais. Pascal, ça n'a rien à voir. Récemment, Géraldine me disait, mais t'as vu, c'est quand même incroyable, le nombre de mecs dans les médias qui viennent du foot ou du sport. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai, Pro, c'est vrai, Jean-Jacques Bourdin était au sport. Hervé Même Bérou. moi, j'ai commencé au service des sports d'ITV avec toi. Hervé Bérou, qui était notre patron à BFM, qui est maintenant à RTL M6, il vient du sport. Il y en a plein. Il y en a plein qui ont été dans le sport, qui ont fait autre chose. On est capable de tout faire, mais les carrières t'emmènent là ou là. Peut-être que si on me le propose, je le ferai. Je serais content, ouais, pourquoi pas, ouais. On verra. Merci Daniel Riolo. Bon, attends, dernière question. Est-ce qu'Mbappé va redevenir un grand joueur? Ah, Oui tu ou non? vois, attends, tu me ramènes toujours à Mbappé. Eh oui. Allez, oui ou non? Je sais pas, franchement, je trouve qu'il va pas bien.